Je me rappelle d'un garçon qui m'avait dit, qu'il devait avoir, je sais pas, 10 ans, il m'avait dit « Moi, j'aime bien Titeuf parce qu'il nous prend pas pour des cons. » Je me suis dit « C'est ça, il faut parler de tout et pas avoir cette espèce de pudeur d'adulte. » Je pense que mon premier souvenir fort, c'est Lucky Luke. Je pense que j'ai commencé à lire, si on peut dire, des Lucky Luke avant de savoir lire. Donc c'était vraiment une lecture d'images. Et je comprenais la séquence, mais je n'avais pas les textes. Il y a les Dalton qui arrivent, les Dalton meurent, ils se font tuer par Lucky Luke. Les premiers Lucky Luke, c'est assez violent. Maurice se rend compte que c'était des personnages géniaux, donc il demande à Goscinny de les ressusciter. Ils reviennent sous le titre Les Cousins Dalton. Mes parents et même ma grand-mère avaient Astérix. Donc ce qui était génial, c'est que ça rendait la bande dessinée respectable, parce qu'à l'école, par exemple, mes parents étaient souvent convoqués par mes profs qui disaient on se fait du souci pour votre fils parce qu'il lit que de la bande dessinée. Je pensais que si on lisait que de la bande dessinée, on deviendrait forcément analphabète, et donc on me forçait à lire des pauvres romans de la Bibliothèque Rose, qui avaient un vocabulaire complètement naze, alors qu'Astérix c'était génial. Enfin, les textes d'Astérix, en plus, c'est à plusieurs niveaux de lecture, donc on peut le relire à des âges différents en comprenant chaque fois une autre histoire. Ça, c'est aussi un truc qui m'a marqué. Quand j'étais petit, j'avais reçu Les Aventures de Donald. Et c'était un grand livre comme ça, immense, qui était presque aussi grand que moi. Donc je ne pouvais pas le porter, je pouvais juste l'ouvrir par terre et je me couchais dedans. Et je lisais, et c'était un gaufrier avec 12 bandes. Donc vraiment, il fallait être collé dessus. Je comprenais cette expression de se plonger dans un livre. Ils l'ont réédité, voilà, Dynasty Donald Duck. C'est vraiment très bien fait en plus, parce qu'il y a ce dessin hyper lisible. Là, c'est encore l'enfance. Et quand tu arrives gentiment à l'adolescence, c'est Gottlieb. D'abord la rubrique à braque, la série Ra, Lovely, Ragnagna. C'est en fait toutes les bandes dessinées qu'il avait faites pour l'Écho des Savanes. Ils avaient lancé l'Écho des Savanes avec Mandrika et Claire Bretéché. Il y avait aussi un album de lui que j'adorais qui s'appelle Hamster Jovial. C'était des bandes dessinées qu'il dessinait dans le mensuel Rock et Folk. Et c'était des parodies de toutes les rockstars de l'époque. Ah voilà, Hamster Jovial. Mon chef scout, et chaque page, il écoute un truc pop de l'époque, donc Zappa, et il essaye de plaire à ses petits louveteaux grâce à ça. Alors forcément, comme Hamster Jovial, on raconte une époque, quoi. Happy Rock, c'est les concerts l'album est sorti en 97 ou 98. C'est les concerts avant les téléphones portables, où les gens allument des briquets encore. Ça, j'adorais ça. Mandrika et le concombre masqué. Espèce de truc complètement fou avec un univers fantastique qui ressemble à celui de Crazy Cat, beaucoup plus ancien. C'est un concombre avec un masque dont le meilleur ami est un chou rave. Ils vivent dans une maison, un blockhouse en forme de cactus dans un désert dans lequel on voit passer des éléphants, plein d'animaux bizarres, et c'est une espèce de philo complètement barré. Mon préféré, c'est Comment devenir le maître du monde. Rien que le titre. De toute façon, depuis toujours, je me disais, je vais faire de la bande dessinée. Pour moi, c'était une évidence. Je réfléchissais même pas à la faisabilité du truc. Depuis que j'étais enfant, j'avais envie de faire ça. Mais il y a des albums qui m'ont marqué, et étonnamment, c'est pas forcément des albums d'humour. C'était, par exemple, À la recherche de Peter Pan, de Cosey. Un couvre déjà est sublime. Et ça raconte l'histoire d'un type d'un anglais, un touriste anglais perdu dans les montagnes suisses, et puis une histoire un peu fantastique. Il est attiré par une musique, il découvre une femme, et je suis tombé fou amoureux de ce bouquin. Et après, par la suite de toute l'œuvre de Cosey, et c'est encore un auteur que je suis vraiment, tout ce qui sort, je lis. Là, ça me parle parce que j'y suis, tu vois. J'ai découvert Manara quand j'avais, je pense, 16-17 ans. Moi, je connaissais son travail d'auteur non érotique chez Casterman. Et puis, il a fait ce truc qu'on appelait à l'époque du porno chic, parce que c'était moins honteux que d'acheter une bande dessinée érotique habituelle. C'est un dessinateur incroyable, de toute façon, Manara, hyper doué. Et c'était des histoires un peu fantastiques et érotiques. Il y a des albums comme Le Parfum de l'Invisible, qui sont vraiment magnifiques. Et lui, il a été vraiment associé à ça, parce que c'est ses très grands succès. Et je pense qu'il a porté toute sa vie l'étiquette de pornographe, ce qui est encore aujourd'hui considéré un peu comme un sous-genre. Et c'est dommage, on peut vraiment faire des choses magnifiques en bande dessinée érotique. Ça, j'ai découvert plus tard, Aldebaran. Je suis devenu fan. J'adore sa manière. A priori, c'est quelque chose qui ne m'attirait pas graphiquement. Et
J'ai reçu l'intégrale d'Aldébaran quand j'étais président du jury d'Angoulême. J'ai mis longtemps à ouvrir et je suis rentré là-dedans et je suis plus ressorti. C'est un peu de la SF, mais c'est un peu fantastique. Il y a des mythologies. C'est aussi une bande dessinée qui plaît beaucoup aux gens qui lisent pas de la bande dessinée. Moi, c'est une bande dessinée que j'ai, je pense, une de celles avec peut-être Cosette que j'ai le plus offert à des amis et des amies qui disent « Oh, moi, la bande dessinée, bof ». Et quand on leur donne ça, généralement, ils le lisent, quoi. Quand j'ai commencé Titeuf, je faisais des pages dans Fluide Glacial et je faisais de la bande dessinée, je réfléchissais même pas à si elle était adulte, j'espérais juste faire de la bande dessinée qui soit lue par quelqu'un. Et j'ai commencé à dessiner des histoires d'un petit garçon qui étaient des choses très autobiographiques au début et avec un ton que je voulais, moi, réaliste. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter un monde avec le chômage, le sida, la mort, aussi des choses effrayantes parce que je me souvenais qu'enfant, ce qui me faisait rire, ce dont j'avais besoin de rire, c'était tout ce qui me faisait peur. Pour moi, l'humour, et ça datait de là, en fait, mon écriture humoristique, je l'ai développée quand j'étais enfant, c'était mon kit de survie. Donc j'ai commencé à raconter Titeuf, et puis c'est seulement après peut-être 2 ou 3 albums que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout un public jeunesse qui lisait Titeuf, ce qui me semblait bizarre, parce que c'était pas forcément la vision la plus optimiste de l'enfance. C'est à la sortie de celui-là que j'ai commencé à voir des hordes d'enfants venir en dédicace qui connaissaient les histoires par cœur. Je me rappelle d'un garçon qui m'avait dit, qu'il devait avoir, je sais pas, 10 ans, il m'avait dit « Moi j'aime bien Titeuf parce qu'il nous prend pas pour des cons ». Et ça m'a plu cette idée en fait. Et j'ai rien changé parce que je me suis dit c'est ça, il faut parler de tout et pas avoir cette espèce de pudeur d'adulte. Moi, j'avais pas d'enfant à l'époque, donc c'était aussi plus facile. L'enfant, c'est une espèce de long moment où il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup d'attentes, on imagine beaucoup de choses, on a beaucoup de grands projets qu'on peut pas faire, donc on se dit, je ferais ça. Enfin, je me rappelle que j'avais des projets de films, de spectacles, de construire des maisons, de trouver un trésor, d'enterrer un trésor, des projets enfantins, mais que je pouvais pas faire parce que j'étais un enfant. Évidemment, quand on est adulte, on les a oubliés, puis c'est complètement con, on va pas faire ça. Sauf de faire de la bande dessinée, qui était déjà mon projet d'enfant. Donc j'ai commencé à faire Titeuf en me disant c'est le projet, c'est ce que je voulais faire quand j'étais enfant, donc je vais raconter cet âge-là. Il y a quand même celui-là avec qui tu as collaboré. Ouais. J'adore le dessin de Thébault, quoi. Quand il dessine un caillou, je trouve déjà ça drôle. Pour le magazine Cho, à un moment, le magazine Cho au début c'était comme une carte routière, une grande feuille qui se dépliait. Et donc tout le monde faisait des dessins dans tous les sens. À un moment, on est passé à un vrai magazine. Tout à coup, on avait tous plus de place. Alors tout le monde avait râlé pendant des années en disant on n'a pas de place, on peut juste faire un strip. On dit maintenant t'as 4 pages, qu'est-ce que tu fais? J'avais proposé à Thébault, qui lui, c'est sa culture vraiment le comics, de faire un super-héros maison qui dans chaque numéro casserait la gueule à un super-héros traditionnel. Donc c'était chaque fois une page de combat avec une petite bande dessinée, le saviez-vous, qui racontait une anecdote sur les origines des super-héros. Parce que ça m'a toujours fait marrer, ce truc de Stan Lee où il explique comment chaque super-héros est devenu super-héros. Et c'est toujours n'importe quoi. Il dormait à côté d'un baril d'uranium enrichi, et le lendemain, il est super édredon. On s'est pris au jeu et le personnage est devenu lui-même un vrai super-héros avec ses propres aventures. Quand Akira arrive en France, ça doit être à la fin des années 80. Et graphiquement, c'était ahurissant. Et on était... je pense que tous les dessinateurs ont pris une énorme baffe avec l'arrivée d'Otomo, et puis ça a ouvert ce goût du manga. En France, ça a aussi déclenché toute une nouvelle génération de dessinateurs. Même quelqu'un comme Marini, son dessin, il vient de là, il vient de Otomo. Des gens comme Homme, comme Billy Gobi, Bastien Vives, c'est des gens qui ont baigné là-dedans. Donc ça donne une bande dessinée qui ressemble pas du tout à notre ancienne BD franco-belge et pas du tout non plus au manga, une espèce de truc entre deux. Tezuka, tout est bien en fait. C'est hallucinant parce que c'est presque un Walt Disney japonais, mais sauf que c'est un Walt Disney qui raconte des trucs hyper durs et il y a des histoires d'une violence folle. Et lui, il a posé vraiment tous les codes du manga moderne. Ça, c'est génial. Les Trois Adolphes, ça, c'est très beau. Ça, c'est aussi un album un peu lointain qu'on peut offrir aux gens qui n'aiment pas la bande dessinée ou qui sont ennemis du manga. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, le manga, j'aime pas, j'arrive pas à lire parce que c'est à l'envers. » À l'envers, ça dépend des éditions, déjà. Et ça, c'est une histoire qui... lui, il a une approche très européenne du récit. Un garçon, un homme qui se retrouve prisonnier dans sa vie d'enfant. Qui reste coincé dans sa vie d'enfant. C'est génial, quand on est scotché au récit jusqu'à la fin.
Dans les derniers trucs que j'ai lus, Ouais. qui m'ont marqué, ah bah tiens, il est là, Oleg, de Frédéric Peters. Ah ouais, c'est super. Magnifique. Ouais, tout est bien, Peters. Lui aussi, je lis tout ce qu'il fait. Ça, c'est vachement bien, Congo. Tirabosco et Périssin de Joseph Conrad. En Afrique, c'est étonnant, quoi, comme histoire d'une violence folle où il est là confronté avec le colonialisme le plus terrible. Par exemple, Saga, j'ai bien aimé. On est dans un truc un peu entre l'heroic fantasy et le comics. Puis on suit ces personnages, on comprend petit à petit ce qui leur est arrivé. C'est assez audacieux, ça essaye plein de trucs. Dans le découpage aussi. J'avais lu cette première vague du nouveau comics avec Frank Miller qui avait fait Dark Knight. Je trouve qu'il y a des trucs super, mais c'est moins mon... graphiquement, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément.